Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie d'Ariel Os. Bienvenue. Bonjour. Alors, en 2021, plein de sorties. Oui. Dernièrement, vous avez eu Pénombre qui est paru en mai aux éditions 404. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce récit? Donc Pénombre, c'est un récit de dark fantasy. C'est quelque chose que j'avais envie d'aborder depuis un certain temps. J'avais déjà écrit un roman qui s'appelait L'âme vive, donc aux éditions Nemos, qui était aussi de la fantasy, mais un peu moins classique pour le coup, qui était mélangé avec pas mal de science-fiction. Et je voulais faire quelque chose d'un peu plus, à la fois plus sombre et plus classique dans ce que ça racontait. Donc je me suis penché sur ce qui est devenu Pénombre par la suite comme projet. Mhm. Et c'était à la base, oui, j'avais envie de baser un monde sur un problème récurrent lié à une éclipse. Et donc de cela est née l'idée des éclipsiens, qui sont en fait l'équivalent des magiciens de ce monde. Ce sont des, euh, des enfants qui naissent pendant cette éclipse qui arrive tous les 30 ans et qui dure une minute entière. Et pendant cette éclipse, en fait, le monde est recouvert plus ou moins de ténèbres un peu corrosives qui vont transformer les gens, les rendre fous, faire muter les environnements et les animaux. Voilà. Donc on Donc avait les le enfants... surnaturel et le monstrueux qui étaient liés à une explication un peu plus naturelle, quoi. Et, euh, et voilà donc la base du récit. D'accord. Et donc on va suivre, ce sera le monde d'Astravia. Oui, c'est ça. On y suit donc les enfants qui ont été touchés par ce mal. Enfin, C'est ça. cette sorte de brume. Oui, alors donc l'éclipse répand des ténèbres qui ont le nom. En fait, les ténèbres, Astravia a trois lunes. L'éclipse se produit uniquement quand l'une des lunes passe devant le soleil, ce qui arrive donc tous les 30 ans. Mhm. Et à ce moment-là, cette lune répand sur le monde de la ténèbre visqueuse, donc, qu'on va appeler les miasmes. Et les miasmes, c'est aussi le nom que vont porter les êtres qui naissent du contact avec cette ténèbre, en fait. Ça englobe les deux. Et les éclipsiens, eux, sont pas directement touchés par les miasmes, mais le fait de naître pendant que ces miasmes se répandent sur le monde va leur donner, va les changer physiquement. Ils vont tous avoir les yeux verrons, c'est-à-dire qu'ils auront tous un œil noir et l'autre de la couleur naturelle qu'ils auraient dû avoir. Et ils ont tous un pouvoir lié soit à la lumière, soit à l'ombre, de façon très différente. Il peut y avoir aussi bien des pouvoirs très physiques, très de contact, par exemple certains peuvent créer des lames de lumière ou des disques de lumière, d'autres vont euh, pouvoir créer des tentacules d'ombre, etc., pour étrangler leurs ennemis, tandis que d'autres vont avoir des pouvoirs plus subtils, comme par exemple refaire jaillir de la lumière guérisseuse, ou alors pouvoir parler aux ombres, ce qui est une forme de télépathie. C'est ce que l'héroïne Liviane va avoir comme pouvoir. Eh ben, on en vient donc à ma prochaine question qui était donc à propos de Liviane. Palimbre, oui. Palimbre, donc qui est votre héroïne qui se retrouve, on va dire, bénie, enfin, en tout cas touchée par une éclipse et qui possède donc un pouvoir particulier qui lui permet de lutter contre l'oppression. Enfin, je sais pas exactement comment le tourner. Oui, contre les miasmes de manière générale. Après, les éclipsiens sont leur nature un peu mystique a tendance à faire qu'ils peuvent manier des instruments qui s'appellent les prismes qui sont pas à la portée de n'importe quel mortel, et ces prismes sont très efficaces pour lutter contre les créatures, les miasmes. Et ils peuvent aussi, en plus de cela, utiliser, grâce à ces prismes, renforcer leur pouvoir et les utiliser plus facilement. D'accord. Et comment vous l'avez créée cette héroïne? Est-ce que vous avez eu des modèles ou des inspirations spéciales? Est-ce qu'elle a choisi le chemin que vous lui aviez tracé? Ou elle a fait qu'à sa tête et, Alors, Liviane, c'est une héroïne assez particulière dans sa création, dans sa conception. Je voulais qu'elle soit vraiment très duale. En fait, dans Pénombre, il y a vraiment cette notion de dualité qui est très importante. Ombre et lumière, classique, bien et mal. Et tout devient un peu flou au cours du récit. Et Liviane, en fait, elle a presque deux personnalités, elle a toute une partie du récit où elle est adolescente. Et ensuite, il y a toutes
toutes ses études, toute sa vie et sa personnalité qui a changé suite à ses études à Pénombre. Donc Pénombre, c'est le nom de l'académie de magie, entre guillemets, où sont formés les éclipsiens. Donc on les forme, on les entraîne au combat, on les entraîne au maniement des prismes et à maîtriser leur pouvoir. Et on leur donne aussi pas mal de leçons sur la cosmogonie du monde et la mythologie, qui sont des choses très importantes que, là encore, la plupart des mortels ignorent sur la vérité du monde, en fait, où ils vivent. Et Liviane, je voulais qu'on se rende compte d'emblée qu'elle n'est pas la même personne à deux moments de sa vie bien particuliers. Donc elle a un caractère beaucoup plus rationnel, un peu plus effacé du coup que quand elle est adolescente, une fois qu'elle a passé la phase de pénombre où elle ne réagit pas de la même façon aux événements, de façon vraiment très opposée, ce qui est en fait, j'avais envie d'écrire un personnage où on ait l'impression que ce soit deux personnages en un seul, pour une raison narrative, et donc voilà comment je l'ai construite. Après, c'était une héroïne que j'ai voulu quand même plutôt forte et débrouillarde, elle a pas mal de qualités, elle est plutôt dans la réflexion que dans l'action directe, mais elle a un côté, un leadership, un charisme assez... pas direct, qui est plutôt latent. Les gens ont tendance à se tourner vers elle parce que justement elle a le côté un peu sage que lui apporte son pouvoir, le fait de pouvoir parler enfin pas de parler aux ombres, mais d'écouter les ombres lui révèle en fait l'inconscient plus ou moins des êtres vivants, etc. Donc elle en sait plus que d'autres. Et voilà, donc les gens sont amenés à se tourner vers elle. Il y a une forme de leader, de culte un peu. Enfin, ouais, un charisme latent qui fait que le regard se tourne vers elle. Elle n'a pas vraiment l'envie d'être le chef de son groupe, mais de fait, elle a tendance à le devenir. Cette dualité, ça fait un peu penser comme si vous aviez mélangé des caractères de certains personnages de l'âme vive. Genre un croisement entre Sabre et un autre, quoi. Oui, par exemple, on peut revoir là encore des références à mes autres héroïnes. J'ai tendance à écrire pas assez souvent des héroïnes. Mais là, par exemple, dans Pénombre, on est plutôt dans une héroïne qui est vraiment très différente de, par exemple, l'héroïne que j'avais dans Bépocalypse, qui elle est beaucoup plus dans l'action, qui est vraiment pas intellectuelle dans le sens où elle préfère agir avant de réfléchir, ce qu'on retrouve assez peu souvent chez les héroïnes féminines, je trouve. Où là, par exemple, j'avais cette volonté d'écrire vraiment un personnage qui, sans être forcément un garçon manqué, soit plutôt dans le physique que dans le réflexif ou dans le mental. Voilà, donc là, Liviane, c'est un peu différent. C'était quelqu'un que je voulais avec une personnalité forte d'emblée et une personnalité qui est pas moins forte, mais qui est tellement différente qu'elle a l'air d'être une autre personnalité. Plus posée, voilà. plus mûre. C'est ça, plus mûre, oui, parce qu'il y a beaucoup cette notion de maturité, puisqu'on est vraiment dans un récit qui va se passer principalement 3 ans après les études de Liviane et la destruction de l'Académie de Pénombre. Et il y a une sorte de mystère, d'enjeu autour de cette destruction, pourquoi l'Académie a été détruite. Et il y a surtout des flashbacks qui vont s'insérer dans le livre, qui vont partir on va dire, moins 6 ans, moins 9 ans avant le début de l'histoire, et puis on se rapprocher de plus en plus pour finalement rejoindre le récit. Et finalement, vos récits sont de plus en plus sombres, si je puis dire. C'est vrai qu'on est parti des Sœurs Carmine, qui étaient, même si c'était un peu gothique, un petit peu Tim Burtonien, était quand même plein d'humour. Les lames vives, c'était déjà plus sombre. Là, finalement, c'est encore le cran au-dessus, Pénombre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait toujours intéressé, fasciné, et que vous aviez envie depuis le départ d'aborder ou Oui, alors après, j'avais envie de... En fait, il y avait une notion un peu de quête dans Pénombre qu'on retrouve beaucoup dans le récit de fantasy et dans le récit en général. On a toujours la quête, c'est un schéma narratif qui fonctionne bien. Et j'avais envie de voir, j'aime bien lire des romans qui sont sans être forcément dans le réalisme, dans la vérisimilitude, et j'ai tendance, j'aime pas par exemple, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, mais j'aime pas
j'aime pas le fait que dans le Seigneur des Anneaux, il y ait très peu au final de dégâts dans l'équipe, alors qu'ils ont une grosse équipe nombreuse dans cette communauté de l'anneau, etc. Il y a quasiment personne qui meurt, tout le monde en réchappe. Voilà, c'est un peu trop pour moi héroïque, justement. On est purement dans de l'heroic fantasy du coup. Tout est bien qui finit bien et ça fait un peu trop conte, conte Walt Disney. Moi, j'en voulais revenir plutôt aux contes classiques, contes de Perrault par exemple, qui se finissent toujours d'une façon un peu cruelle pour les protagonistes ou Andersen, voilà, les contes plus classiques. Après, bon, c'est vrai que Tolkien racontait ça, si j'ai bien compris, à ses enfants. Il avait peut-être pas envie de faire mourir tous les personnages à minuit. Allez, dors, Gimli est mort. Non, voilà, c'est pour ça je parle un peu du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a cette notion là aussi de communauté qui va qui va faire un voyage, vraiment un périple à travers une espèce de Mordor, entre guillemets, pour accomplir une quête. Et là, oui, c'est une version un peu plus sombre. Là, il y a George Martin maintenant, s'il y a besoin de faire oui. le total alors, inverse. Après, c'est pas exactement du Game of Thrones pour le coup, parce qu'il y a très peu de politique. On est plus dans des notions de camaraderie, en fait. On est beaucoup dans les relations passées et présentes d'anciens camarades de classe. Donc j'avais vraiment cette volonté aussi de raconter une histoire d'anciens camarades de classe, en fait, quelque chose, de placer ça dans les réunions d'anciens élèves, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, et j'avais envie de placer ça dans un contexte totalement fantasy. Donc il y a aussi cette réunion d'anciens qui est présente. Ouais. Bah finalement, ça répond à la question d'après, qui était en fait, qu'est-ce que vous aviez envie d'aborder à travers ce roman-là, en fait, qu'est-ce que ça vous permet d'écrire de l'imaginaire, la littérature un peu jeunesse, est-ce qu'il y avait des thèmes ou des sujets que vous aviez envie d'aborder avec ça. Donc, oui, voilà, toute cette notion de maturité, de passage à l'âge adulte, de différence de réflexion quand on est un adolescent plus irresponsable, un enfant, et le fait d'avoir des responsabilités bien ancrées. Là, en l'occurrence, les responsabilités venaient du fait que quand Liviane et ses camarades sont à l'école, ils sont des tuteurs, ils sont des professeurs, etc. Et suite à la destruction, quasiment tout le monde est mort. Ils sont les derniers survivants et ils sont face à leurs propres responsabilités, aussi bien par rapport à la charge qu'ils ont par rapport au monde, puisqu'ils sont censés être les défenseurs du monde d'Astravia contre les miasmes. Ce sont les seuls à pouvoir lutter efficacement contre les miasmes. Comme on peut le voir au début du roman, les gens ordinaires n'ont pas beaucoup de chance face aux créatures qui naissent de l'éclipse. Et voilà, donc c'était une façon d'aborder ce thème de ce roman entre guillemets d'apprentissage, même si en l'occurrence l'apprentissage se fait à rebours, puisqu'on découvre en fait comment Liviane en est arrivée là au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, plutôt que l'inverse. Et voilà ce que je voulais aborder. D'accord. Tout en restant dans un cadre du coup fantasy sombre. Le Pénombre, c'est pas votre seule sortie, puisqu'il y a également Temps mort, qui est sorti en juin aux éditions Slalom. Oui. On retrouve de partout. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur cet autre roman ? C'est pareil, ça s'adresse aux mêmes tranches d'âge, un petit peu plus jeune ? Alors, Temps mort, je dirais que c'est peut-être légèrement plus jeune, mais ça reste du young adulte. Après, le héros, en l'occurrence, a 17 ans. Dans Pénombre, elle est en début de vingtaine. La différence n'est pas énorme, puisqu'on reste quand même dans à peu près la même tranche d'âge. Pour le coup, les différences dans Temps mort, ça va être un récit qui est déjà de l'urban fantasy contemporaine, ancré plus ou moins dans la réalité, puisque le cadre où on évolue est Paris à l'heure actuelle, même si on est dans une version de Paris assez particulière. Et donc on va suivre les mésaventures de Léo. Donc Léo, c'est un jeune homme de 17 ans qui n'a pas vraiment de chance. Il est atteint de la maladie de Huntington, donc une maladie neurodégénérative qui le condamne à assez court terme. Ouais. Et en plus de ça, avant le début du récit, il vient de perdre ses deux parents dans un accident de voiture. Et la seule famille qui lui reste, c'est un grand-oncle un peu excentrique qui vit à Paris et qui devient donc de fait son tuteur légal. Et en plus, c'était l'année du bac, donc Léo a un peu raté son bac et il va se retrouver
un peu désœuvré et dans une déprime qu'on peut comprendre vu tout ce qui lui est arrivé dans cette nouvelle ville, dans ce nouvel environnement. Donc il va arriver à Paris chez son oncle, découvrir que son oncle est très excentrique, qui vit dans un superbe hôtel particulier qui ressemble un peu à un manoir sur 5 étages du côté de l'Enfer Rochereau, pour ceux qui connaissent Paris. Donc voilà, mais où il a beaucoup de règles assez bizarres. Il a un couvre-feu, et toutes les fenêtres sont barricadées, les miroirs sont recouverts par des draps, voilà, et d'autres règles un peu étranges. Et Léo va, par hasard, en se brossant les dents, voir le reflet d'une jeune fille dans son miroir de sa salle de bain. Une jeune fille avec les cheveux gris, qui a l'air d'avoir à peu près son âge, mais qui a justement les cheveux gris et une tenue très désuète qui ressemble à une robe du 19e. Et il va un peu lui sortir de la tête, et par la suite, il va néanmoins découvrir que cette jeune fille habite dans le grenier de son oncle et qu'elle connaît son grand-oncle depuis assez longtemps, et qu'ils ont l'air d'être des anciens amis, malgré une grosse différence d'âge, puisque le grand-oncle a plus de 70 ans et elle a, semble-t-il, 17 ans. Et lorsqu'il fait cette découverte, la même soirée, le manoir est attaqué par des créatures surnaturelles, et surtout des adolescents aussi doués de pouvoirs surnaturels assez particuliers, qui sont soit liés au sang, soit liés aux os, soit liés à différentes choses un peu morbides. Et ces adolescents vont kidnapper le grand-oncle et la jeune fille pour les emmener, en traversant les catacombes de Paris, dans le périmonde. Donc le périmonde, c'est une version négative, entre guillemets, de Paris, où le ciel est rouge, les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux, végétaux, sont tous réduits à l'état de statues de marbre, comme si on les avait sculptés dans le marbre, exactement à des emplacements qu'ils occuperaient dans la ville en surface. La Seine n'existe pas dans ce monde, la Seine est remplacée par un abîme sans fond, et donc il n'y a plus d'eau dedans, et dans cet abîme, il est réputé avoir des démons qui vivent dans ce gouffre. Et en fait, dans le périmonde, le temps ne fonctionne pas. Tout se joue par des cycles de 12 heures environ, et même les personnes qui meurent dans le périmonde reviennent à la vie 12 heures plus tard. Donc ça entraîne pas mal de conséquences. Ça fait un peu le supplice de Tantale. C'est bien lui, non, à qui on arrache le foie, qui revient... Non, ça c'est Prométhée, non. Mais... Il n'y a pas un mythe comme ça Tantale, c'est les fruits. Les fruits. Ouais. Il y en a pas un qui se fait arracher tout le temps le cœur. Si, c'est Prométhée. C'est Prométhée. Okay. C'est que ça m'y fait penser, désolé. Oui, bah, par exemple, on est un peu dans ce cas-là, justement, et en fait, dans ce périmonde vivent des jeunes gens, pour la plupart, qui sont censés être les défenseurs du monde supérieur contre les démons qui vivent dans l'abîme. Seulement, les démons, personne n'en a jamais vu depuis des siècles, et l'éternité, ça commence à faire long pour des jeunes. Donc ils sont encore plus désœuvrés que Léo. Là aussi, il y a une réflexion autour de trouver sa place dans le monde quand on est un peu au 36e dessous. Et eux, ils sont devenus de fait très cruels. Ils sont quasiment inhumains, en fait, du fait de leur immortalité. Ils sont tous rattachés à des créatures mythologiques auxquelles ils empruntent leurs traits, leurs faiblesses et leurs pouvoirs, plus ou moins, de manière néanmoins un peu différente. Donc ça va être des créatures comme les vampires, les liches, les ghouls, qui ont tous un rapport avec la mort assez fort. Voilà, et ces 4 clans, ces espèces de familles, s'affrontent dans des jeux cruels juste pour passer le temps. En fait, ils sont censés collaborer, mais au final, comme ils n'ont rien à faire, ils se tournent un peu les pouces et ils s'entretuent. Il faut rendre les enfers un peu plus fun, quoi. Voilà. Hein. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez d'autres projets en cours? Oui, alors là, je suis en train de terminer un roman d'Uchronie steampunk qui se passe là encore à Paris, mais au 19e, sous Napoléon III. En fait, l'origine de cette uchronie, c'est qu'au début du 19e,
on a deux savants, un anglais et un français, ont collaboré et découvert que à partir du cobalt, à partir du minerai de cobalt, ils pouvaient créer un gaz qui avait des propriétés électroconductrices très rapides, très fortes, pardon, et qui a mené à donc des inventions technologiques beaucoup plus rapides que ce qu'on a connu nous dans l'histoire. Et particulièrement des automates. En fait, des automates qui sont au quotidien utilisés de toutes les façons et qui ont été notamment utilisés dans les grandes guerres du 19e et à la suite de la guerre d'indépendance grecque qui avait mis aux prises pas mal de nations européennes les unes contre les autres. Un traité est signé, donc il va s'appeler la Pax Automata, et cette paix en fait repose sur 3 grandes règles qui sont un peu un hommage à Asimov et ces trois règles de l'intelligence artificielle. Donc en fait les ressortissants, les citoyens des pays qui ont signé la Pax n'ont pas le droit de créer des automates qui peuvent penser par eux-mêmes. C'est la première loi. Ils n'ont pas le droit de créer des automates qui ressemblent et qui peuvent se faire passer en fait pour des êtres humains. Et ils n'ont pas le droit de créer des automates enfin sans l'accord direct du gouvernement, puisque donc de façon illégale, tous les automates doivent être immatriculés par leur gouvernement respectif. Et évidemment, ça va pas vraiment se passer comme voilà. ça. De fait, la société, surtout en fait, ce traité a été signé pour que les automates soient plus utilisés vraiment à la guerre. Mais Napoléon III a été assez malin, et pour gagner justement donc la grande guerre franco-prusse qui se déroule vers 1870 et qui notamment aurait dû aboutir à la défaite en 1873 de Napoléon III et donc de la France, et donc l'avènement de la République. Sauf que Napoléon III a remporté en fait la bataille de Sedan, en utilisant des cuirassiers, qui sont des automates en fait où des humains sont à l'intérieur pour les contrôler. Donc ça enfreint un peu le traité de paix, et les nations européennes voient ça d'un assez mauvais œil, mais lui est donc a remporté une grande influence, et la France est un peu au sommet de l'Europe de ce point de vue-là. Et on va surtout suivre en fait les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Philémon. Et Philémon, c'est un aspirant de Saint-Cyr, donc l'école militaire de Saint-Cyr, qui se situe toujours à Paris à cette époque-là, enfin du moins à Saint-Cyr pour le coup. Et lui, il veut rejoindre l'aviation. L'aviation, c'est quelque chose qui vient tout juste d'être découvert. Donc on a les premiers aéronefs qui ont été créés par un Français qui s'appelle Clément Ader, qui donc lui est son professeur dans cette uchronie. Et voilà, donc il va tenter de devenir un pilote. Seulement, lors d'un défilé militaire pour l'ouverture de l'exposition universelle, donc en 1889. 89. Il y en a eu plusieurs, et effectivement, et celle de 95, en fait, celle dont je parle mélange un peu des éditions postérieures, vu que la technologie a évolué plus vite. Donc on va retrouver pas mal d'inventions qui ont été créées au 19e ou 20e siècle qui sont déjà utilisées. On va avoir par exemple tout ce qui va être communication entre guillemets sans fil, qui arrive plus vite que prévu. Voilà, il y a beaucoup d'automates qui en fait remplacent d'autres technologies. Donc on a des fiacres qui sont tirés par des chevaux automates, donc qui fonctionnent un peu comme des voitures. On a les cabriolets aussi qui arrivent, qui sont vraiment des voitures qui vont fonctionner grâce à ce gaz de cobalt. On a l'électricité un peu partout, bien en avance. Voilà. Et donc on a surtout l'aviation, puisque l'aviation ça n'a pas vu le jour avant, enfin l'aviation militaire n'a pas vu le jour avant le début du XXe siècle. Et voilà, tout a un peu d'avance. Et donc Philémon, lors d'un défilé militaire, une parade qui est donnée en l'honneur de la reine d'Angleterre, qui n'est pas la reine Victoria, qui est la reine Ada. La reine Ada, qui est donc Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, et une des pionnières de l'informatique. Elle a pris le pouvoir en fait dans le Royaume-Uni, et lors de ce qu'elle appelle sa révolution industrieuse, elle l'a transformé en royaume uniforme. Donc c'est un royaume
où les frontières sont fermées, où il y a toujours le même nombre d'habitants qui est censé être à l'intérieur du royaume, c'est-à-dire 25 millions, pas un de plus, pas un de moins, et où en fait elle essaye de transformer le quotidien de ses concitoyens pour que la mort n'ait plus d'emprise sur eux. Donc on peut s'imaginer comment, vu qu'il y a pas mal d'automates qui existent dans ce monde-là. Et donc Philémon va par hasard, il a un accident avec son aéronef pendant la parade, il va tomber sur la galerie des machines où étaient exposées pas mal de délégations internationales et leurs inventions, et il va découvrir en fait un enfant automate dans les décombres qui ressemble trait pour trait à un vrai enfant et qui apparemment a un pouvoir particulier sur les machines. De là va partir l'intrigue même. Un enfant interdit. Oui. Ça fait penser à Claudia dans Entretien avec un vampire, les enfants interdits. Plus ou moins, oui. Là, en l'occurrence, l'enfant est purement artificiel, mais sa création, effectivement, est interdite puisqu'il ressemble trait pour trait à un enfant et il peut penser par lui-même. Et vous avez déjà un éditeur pour ce roman? Oui, ça sera chez l'École des loisirs, normalement. Donc, ça devrait être... 2022 2022, oui, je dirais avril, mai, par là. D'accord. Voilà. Eh ben, on attend avec impatience cette nouvelle sortie. En attendant, on vous souhaite un très bon festival et merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup.